You don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have. Merci d'être venu. Merci à Lucille Novak qui nous fait le plaisir d'être invitée, d'avoir répondu à l'invitation de ce soir. On est extrêmement heureux de la recevoir d'abord parce qu'on aime beaucoup les éditions de la découverte, vous le savez, et puis tout simplement parce que son livre nous a profondément touchés. On est 3 lecteurs là dans la librairie à l'avoir lu avec beaucoup d'intérêt. Moi ça m'a beaucoup fait penser, je suis désolé, ça va être une première anecdote personnelle, j'en suis navré. Quand j'étais jeune étudiant, un de mes professeurs en histoire antique nous avait parlé d'un fait d'actualité à l'époque, c'était il y a quelques années maintenant, de la réintroduction du loup, qui se passait excessivement mal en France. Et en France, c'était très conflictuel avec les bergers. Et nous invitait à regarder un petit peu ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, à savoir en Italie. Et on a regardé, on a dit pourquoi ça se passe très très bien de l'autre côté des Alpes, et dans les Alpes ça se passe d'une manière extrêmement conflictuelle. Il nous a invité vraiment à réfléchir aux contes, aux légendes qu'on avait quand on était petit. Et en l'occurrence, nous, c'était le petit chaperon rouge, avec la peur du loup. Et vous l'avez compris, en Italie, c'était la louve qui avait permis la création de la cité de Rome. Et nous expliquer à quel point les contes et légendes qu'on entendait quand on était enfant pouvaient nous influencer dans notre quotidien. Donc évidemment, vous doutez bien, quand on a lu De Grandes Dents, immédiatement, ça nous a beaucoup parlé. Donc on est très très content de recevoir Lucille Novak qui va nous présenter son ouvrage avec les questions de Fabien. Mais juste avant, ça devient presque une tradition désormais, on a le grand plaisir d'avoir avec nous les lectrices du collectif Elles disent, collectif qui a pour objectif de donner la parole à des hommes ou des femmes sur la pensée féministe par des ateliers, des temps d'échange et des lectures publiques. J'espère que j'ai tout bien dit. Et qui nous font le plaisir d'avoir fait une petite sélection, notamment beaucoup dans l'introduction de Lucille, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, avant qu'on passe aux questions-réponses. Est-ce que vous n'auriez pas un peu trop regardé Faites entrer l'accusé? Été biberonné aux histoires de camionnettes blanches. Rien d'anormal, je vous assure. À ce que vous partagiez vous aussi le cauchemar collectif de l'inconnu désaxé qui surgit, une main tendue emplie de bonbons, L'autre main prête à claquer la portière arrière du véhicule sur l'enfant, tout juste amadoué et déjà hurlant de terreur. Nous y avons tous cédé, n'est-ce pas? Que vous soyez récemment sortis de l'enfance, ou que vous ayez fini par vous retrouver avec de petits êtres à votre charge, il y a fort à parier que, comme moi, vous ayez déjà ressenti un frisson glacé parcourir votre nuque, à l'idée de ce hurlement étouffé par des pneus crissants d'un véhicule qui entraîne sa victime à toute vitesse, loin, le plus loin possible. Et vous savez comme moi, parce que nous avons vu les films et les séries, que chaque minute compte et qu'à chaque instant le périmètre de recherche va s'élargir et que très vite, beaucoup trop vite, quelques heures à peine, retrouver le petit être va devenir impossible. Une défaite annoncée face à l'étendue que devront ratisser les enquêteurs, un abandon bien compréhensible étant donné que, même pour un bout de chou disparu, on ne peut pas rationnellement aller inspecter toutes les caves du monde. Et que très vite, beaucoup trop vite, il sera trop tard. Et le bout de chou devra être considéré comme une peine perdue. Les chiffres donnés en 2023 par la Ciivise, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, sont pourtant d'une clarté radicale. Seuls 8% des agressions pédocriminelles sont perpétrées par des inconnus. Et Dieu merci, celles-ci ne finissent pas toutes à l'arrière d'une camionnette. Dans 92% des cas, la victime connaît son agresseur. Reformulons. Plus de 9 victimes sur 10 ont été abusées, non pas au fond d'un bois ou d'une ruelle, mais juste là, dans la cuisine, pendant le déjeuner de famille. Peut-être pas pendant le déjeuner de famille, quand même, t'exagères. La Ciivise encore. Dans près d'un cas sur 2, les viols et agressions sexuelles sont commis en présence ou au su des autres membres de la famille. Pourtant, l'insistance obsessionnelle de l'avertissement contre les inconnus, leurs bonbons et leurs camionnettes,
continue de saturer les discours. Version de Grimm. Il était une fois une adorable petite fille que tout le monde aimait, rien qu'à la voir. Et plus que tous, sa grand-mère, qui ne savait que faire ni que donner comme cadeau à l'enfant. On fait fausse route, je crois, dans notre interprétation de la moralité du petit chaperon rouge. Quand tous en chœur, bras dessus, bras dessous, à l'échelle civilisationnelle, on dit comme ça, comme une évidence, qu'il s'agit d'une mise en garde contre les inconnus. Ceux qui rôdent dans les bois, les balles, les parkings. Il me semblerait utile de lever ce petit malentendu. Je veux bien vous en faire la démonstration, mais je vous préviens, probablement, après, vous oublierez. Vous n'y êtes pour rien. Enfin, pas pour grand-chose en tout cas. C'est un mécanisme naturel, l'amnésie du confident. Lorsque des gens nous confient des choses qui viennent temporairement lever le malentendu, rappeler quelque chose qu'on savait mais qui a toujours refusé de s'accrocher, pendant un moment on est là, vraiment là, présent. Les yeux ouverts et prêts à l'écoute. Doux et attentif. Je t'entends. Je te crois. Tu n'y es pour rien. Et puis on a tendance... Enfin, notre part inconsciente et lucide à l'arrière de la tête, qui croit savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous, et nous protège comme un parent vigilant. Cette part de nous qui se croit plus maligne et protectrice a tendance, du fond de son omnipotente omniscience, à refermer ses mains sur nos yeux, pour faire oublier ce qui a été dit, confié, révélé. Vous oubliez. Vous avez oublié ce qu'on vous a pourtant dit dès la première phrase du conte. C'est important la première phrase, non? Dès la première ligne, c'était louche. Version de Perrault. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on y sût voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand, plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Qu'est-ce que c'est que cette folie d'amour qu'on nous indique comme ça à l'ouverture, et que personne ne questionne, ne retient? Freud, qui n'avait quand même pas froid aux yeux quand il a pondu son complexe d'Oedipe au beau milieu de la société bourgeoise autrichienne, les petits garçons amoureux de leur maman, il fallait avoir les bretelles bien accrochées, a séjourné longuement à Paris. Là, il a assisté aux séances du professeur Charcot à la Salpêtrière. Tous les mardis, sur l'estrade, Charcot présentait au public ses patientes hystériques et orchestrait leurs spectaculaires contorsions. Freud va être le premier à écouter ce que l'on appelle la phase de délire des hystériques. Il va prendre au sérieux ce qu'elles disent au cœur de la crise. Il rentre à Vienne avec dans ses valises pléthore de retranscriptions qui l'amènent à l'évidence suivante. Dans leur délire, ces femmes parlent toutes de violences sexuelles. Il tient quelque chose d'important. Son complexe d'Oedipe ne s'ayait pas très bien aux petites filles. Voilà qu'il pourrait compléter le puzzle, y ajouter une diagonale. Petit garçon, maman. Papa, petite fille. Pendant que maman est convoitée par son fils, papa convoite sa fille. Et si le premier cas de figure relève du fantasme infantile, le second se trouve régulièrement consommé, puisque le Père Tout-Puissant ne rencontre pas d'obstacle à l'assouvissement de ses désirs. L'hystérie, ainsi, serait la réaction physique et psychique des filles à ces abus bien réels. Ça se tient. Mais Freud, qui continue de recueillir la parole de ses patientes à Vienne, commence à douter. Il dort mal la nuit, se masse les tempes, déchausse ses lunettes. C'est le déni qui monte, au pacifie sa clairvoyance. C'est trop, il y en a trop, ce n'est pas possible. L'accord de lâche. C'est fini. Il n'y croit plus. Sigmund Freud rafistole sa théorie, inverse le sens de la flèche. Ce délire hystérique n'est pas l'expression d'un événement refoulé, l'agression des pères de leurs filles, sur leurs filles, mais la manifestation d'un désir refoulé, celui des filles pour leur père. Confère ses travaux sur le complexe d'Oedipe. Flop historique. Nous voilà arrivés à la ritournelle bien connue de Perrault. Ma mère grand que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand que vous avez de grandes dents. La pression monte. L'apocalypse est imminente. On retient son souffle aux côtés de l'enfant qui pose les questions sans bouger. Il y a 2 ans, ma mère, partie vivre seule dans un village des Pyrénées, a décidé d'adopter un chien-loup tchécoslovaque. Une femelle d'environ 35 kilos,
qui répond plus ou moins efficacement au nom de Romy. Après une vague tentative de lui interdire l'accès à la chambre, ma mère a cédé à la douceur de partager son lit avec la louve, blottie contre son pelage gris. On a fait du petit chaperon rouge une jeune fille en fleurs, une nymphette travaillée par ses désirs d'adolescente, et on a oublié tout le reste. Ça vous rappelle quelque chose? Elle préfère la compagnie de Romy, sa fourrure de doudou grandeur nature, à celle de n'importe quel bipède. S'occuper d'un loup n'est pourtant pas une tâche facile. Lolita, nom familier. Une très jeune fille qui suscite le désir des adultes par l'image d'une féminité précoce, voire nymphette. Elle s'y dévoue patiemment pour ne pas trahir l'amour simple et immédiat que porte la bête à l'humaine, ne pas la dompter ni la servir, juste l'apprivoiser. Nymphette, très jeune fille au physique attrayant, adolescente aux manières aguicheuses, à l'air faussement candide, voire Lolita. Le chaperon rouge, Lolita et tant d'autres font l'objet du même malentendu. En passant, sans y faire attention, on raconte qu'elles se sont fait avoir par des prédateurs, à force de leur traîner sous le nez, s'asseoir sur leurs genoux ou glisser dans leur lit. On se met à croire que, au fond, elles étaient tentées, qu'elles pensaient y trouver leur compte. Le déni consiste, si vous voulez, à ne garder que la nymphette et à jeter l'eau du bain. Ma mère me fait penser à cet arcane majeur du tarot de Marseille, où l'on voit une femme tenant, douce et sûre, entre ses bras, la gueule ouverte d'un lion. Son nom est inscrit au bas de la carte. C'est La force. Non, c'est trop bien, merci beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi en préparant la rencontre. On va avoir du mal à pas divulgacher une grosse partie de l'ouvrage. Vous avez déjà tous à peu près une idée de quel est le malentendu que Lucille s'est attelée à démonter. Est-ce que, pour commencer, tu veux nous donner avec tes propres mots ce malentendu? Qu'est-ce que tu veux en faire? Comment tu veux le démonter? Et comment, parce que ça c'est la partie qui m'intéresse aussi, on se retrouve un matin à embarquer sa casquette de chercheur, sa pipe, et à vouloir démonter le petit chaperon rouge. Oui, alors le malentendu, c'est l'impression ou l'intuition soudaine, enfin ouais, qui est vraiment une intuition quoi, que peut-être en fait le conte du petit chaperon rouge raconterait une scène, ou en tout cas contiendrait en son cœur une scène incestueuse entre l'enfant, le petit chaperon rouge et un membre de sa famille, en l'occurrence sa grand-mère. Mais qui est une figure fluide en genre comme tous les personnages du conte et qui pourrait aussi bien probablement être un grand-père, un oncle, un frère, etc. Et ce malentendu-là va me mener assez vite, en fait, c'est-à-dire, ouais, peut-être je raconte de manière chronologique, c'est-à-dire j'ai cette idée-là qui me vient, je pense que je suis pas la première, néanmoins je l'ai jamais lu noir sur blanc, quoi, et voilà, et à première vue, à la fois je suis convaincue et en même temps je pense que je suis aussi un peu dans le déni et donc ça me semble loufoque et je me dis bon, ouais, ça pourrait tenir, mais en me disant voilà, je pourrais en faire un petit article un peu rigolo de 10 pages et il y aura probablement plein d'obstacles, mais bon, pour la cause voilà, politique des enfants quoi, essayons quoi, voilà, mais je le prends plutôt comme une blague au départ quoi. Et c'est pas parce que c'est drôle que c'est pas sérieux en même temps, mais c'est comme ça que je pars. Et donc un peu, oui en effet, je vais me mettre en scène d'emblée quoi, comme une espèce d'inspecteur Sherlock Holmes avec ma loupe, ma pipe, et voilà, on y va, comme si le petit chaperon rouge était un fait divers, un peu, voilà, une espèce de matière Netflixable et que j'allais essayer de relire l'histoire autrement. Et en fait, en m'attelant à ce travail, à mesure que j'avance, tout ce que je prenais pour des obstacles devient en fait des pièces à conviction quoi. Et finalement, je me retrouve très très convaincue de ma lecture.
de mon hypothèse. Et par conséquent, très vite aussi, c'est comme si, donc, si j'étais un peu dessillée, et que ce dessillement allait très vite du coup me mener à en fait mettre au cœur de l'enquête une autre question plus grande, ou en tout cas à ouvrir un autre tiroir ou une autre gigogne, ou enfin je sais pas quelle image employer, mais que finalement la question ça allait plus être, alors c'était voilà, il y a disons un fil rouge qui va être essayer de démontrer ma théorie pour prouver que le danger se situe dans la maison et pas dans la forêt, et dans la famille et pas et qui vient de la famille et pas d'un étranger. Mais du coup, ce qui va m'intéresser finalement beaucoup plus et qui va faire que je vais partir un peu dans tous les sens au-delà du conte, c'est de me demander pourquoi je l'avais jamais vu, pourquoi j'avais jamais lu le texte comme ça avant. Et pourquoi on me l'avait pas dit, et pourquoi est-ce que globalement quand j'en parle autour de moi, il y a quelques personnes qui me disent bah oui évidemment, moi je savais, mais globalement c'est comme bon, les gens rient spontanément quoi. Ça leur semble tout aussi bizarre et peu probable qu'à moi au début. Et donc ça me mène très vite à la question du tabou et du déni quoi, qui va finalement m'intéresser peut-être plus encore. Enfin, c'est-à-dire, il y a le jeu de l'analyse du conte qui est un travail d'analyse littéraire quoi, mais derrière il va y avoir une espèce du coup un jeu d'association, une espèce d'enquête sur le tabou quoi. C'est d'ailleurs par ça que tu commences. Tout ton premier chapitre, c'est, et on a eu des extraits qui ont été lus à l'instant, c'est vous n'allez pas me croire. Je vais vous expliquer, je vais vous prouver, je vais vous en parler. Vous n'allez pas me croire, vous allez oublier. Tu finis aussi là-dessus. Vous pourrez oublier maintenant que vous avez lu ça. Pourquoi ça paraît si impossible à croire, alors que l'ouvrage fourmille d'exemples à... Oui, c'est ça en fait. Au début, je suis surtout. Enfin, oui, t'as raison. Vous allez pas me croire, mais aussi vous allez oublier dans le sens où. Je me base sur vraiment pour le coup, comment dire, le phénomène de l'amnésie, à la fois donc. Du coup, le collectif d'Eldiz ont lu ce passage-là, mais voilà, sur le fait qu'il y a l'amnésie évidemment des traumatiques des victimes. Et il y a aussi parfois même l'amnésie des confidents qui vont oublier quand on leur raconte des choses vraiment trop horribles, et notamment des vécus incestueux. Et c'est un peu une forme de trigger warning, du coup placé au début du livre pour dire vous n'êtes peut-être pas d'humeur apocalyptique, puisque l'apocalypse c'est le fait de lever le voile, donc voilà, c'est peut-être pas... votre mood du moment, donc vous pouvez reposer le livre si vous n'avez pas envie d'y aller. Mais donc du coup, après pour répondre à la deuxième partie de ta question, sur cette difficulté à croire ou à voir, ça relève vraiment du tabou de l'inceste dans notre société. Donc je m'appuie notamment beaucoup sur le travail de Dorothée Ducy, qui dans le berceau des dominations, merci pardon, dans le berceau des dominations, dit que le tabou de l'inceste, en fait, je vais prendre d'un peu plus loin, on a tendance à dire, enfin vraiment l'espèce de b.a.-ba absolu de l'anthropologie, c'est l'idée de Claude Lévi-Strauss selon laquelle le tabou de l'inceste fonde toute société. Et en fait, on dit ça partout, tout le temps, Lévi-Strauss c'est le tabou de l'inceste fonde toute société. Même quand on ne fait pas d'anthropologie. Dorothée Ducy va dire qu'on comprend mal cette affirmation. Elle n'est pas très claire sur à quel point est-ce que Claude Lévi-Strauss lui avait compris, mais en tout cas, elle dit en fait le tabou de l'inceste, ça n'est pas l'interdiction de pratiquer l'inceste, c'est l'interdiction d'en parler. Et en fait, en disant ça, elle craque vraiment,
toute la maison du patriarcat, quoi. Enfin, elle fissure, elle fissure pas, elle donne un énorme coup de massue dedans, parce que d'un coup, ça fait complètement changer notre regard là-dessus. Donc si on est fidèle à cette idée de Dorothée Ducy, bah, on comprend mieux pourquoi est-ce que, par exemple, dans le cas du Petit Chaperon Rouge, c'est à ce point impossible d'entendre le récit incestueux, et à quel point il est commode d'en faire un récit, au contraire, qui mettrait en garde contre les dangers de l'extérieur et des étrangers. Et c'est en ça que je trouve que le Petit Chaperon Rouge, quand même, une espèce de cheval de Troie incroyable. Et donc c'est pour ça que je disais au début, voilà, il y a le fil rouge, et après j'espère que ça va autre part aussi, que ça sert à casser d'autres briques, quoi. C'est que si je prends le Petit Chaperon Rouge comme un cheval de Troie, c'est parce qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas seulement de tabou, mais même plus encore de déni, c'est-à-dire qu'on arrive à inverser le message de l'histoire et à faire dire à ce conte qu'il faut garder les jeunes filles enfermées à la maison parce que c'est dangereux d'aller se promener toute seule dans la forêt. Or, si on en croit donc les chiffres, notamment donc, ceux sur lesquels je m'appuie, c'est ceux du premier rapport de la Civise, le danger arrive à 92% dans le cercle des proches de la famille et des proches de la famille. Donc voilà. Au niveau de ce déni généralisé, etc., il y a quand même quelqu'un dans ton livre qui en prend un peu pour son grade, parce qu'il a beaucoup défendu cette idée de garder les jeunes filles de tout danger extérieur. C'est Bruno Bettelheim. Du coup, ça fait quoi de dézinguer, psychanalyser les contes de fées tout le long de l'ouvrage? Et en fait, est-ce qu'il n'est pas symptomatique d'une vraie défense, voilà, de ce déni généralisé? On n'est pas juste dans le refus de voir, on nous donne aussi des outils pour voir autre chose. Alors, c'est vrai que je désingue un peu Bruno Bettelheim, mais en fait, je le déteste vraiment pas, quoi. Enfin, c'est comme Freud, je me moque de Freud là avec son flop historique, mais c'est une matière qui m'intéresse, et psychanalyser les contes de fées, ça m'a plu et passionné à l'adolescence. Mais bon, c'est vrai que je suis pas tendre avec lui. Alors, notamment parce que, en effet, dans sa lecture, il y a 2-3 trucs qu'il dit à propos du personnage vraiment du Petit Chaperon Rouge dans la version Perrault, qui lui aussi donc s'appuie sur les versions de Perrault et de Grimm, comme moi j'essaye de mélanger un peu, enfin pas de mélanger, mais de m'appuyer sur les deux. Il y a plusieurs moments où il est vraiment emmerdé par le fait que dans la version de Perrault, le Petit Chaperon Rouge a l'air vraiment soit d'être une idiote, soit de vraiment avoir le feu au cul, quoi. Et il le dit, et il critique Perrault en fait, il est dur avec Perrault, il dit ah là vraiment, contrairement aux frères Grimm qui ont su à peu près comment manœuvrer dans ce scénario, Perrault ne nous laisse pas d'autre choix que de penser que soit elle est idiote, soit elle a envie d'être séduite, notamment au moment où elle monte dans le lit. Et donc ça, bon bah voilà, ça allume l'alarme Lolita et le malentendu pour le coup un petit peu plus connu et notamment popularisé l'année dernière par Neige Sino sur le fait qu'on a pris Lolita pour une allumeuse, alors que si on lit le texte, et si ça n'était pas suffisant, mais je pense que vraiment c'est suffisant de lire le texte, mais si on écoute Nabokov dans ses interviews, il est très très clair que Lolita n'a vraiment rien à voir dans tout ça, quoi. Enfin qu'elle est coupable de vraiment rien. Néanmoins, du coup, je profite de ta question quand même pour préciser un truc peut-être sur ma démarche. C'est que je me situe pas exactement, enfin, comment dire, quand j'écris ce texte, pour moi j'ai une démarche littéraire et poétique et pas académique. Et donc je dézingue 2-3 personnes sur mon chemin, mais c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que je me mettais un peu en scène avec ma pipe et ma loupe, c'est-à-dire que mon idée, c'est de critiquer l'existence d'une grille de lecture hyper réductrice
hégémonique et patriarcale qui a été faite de ce conte, et qui sert évidemment un état de fait complètement naturalisé, beaucoup plus large de la condition des enfants, et peut-être plus spécifiquement des jeunes filles, mais j'en suis même pas si sûre. Mais mon but, c'est pas de dégager cette grille de lecture hyper serrée et un peu débile pour la remplacer par une autre, quoi. C'est pas venir faire une relecture féministe au sens de remettre une nouvelle grille de lecture féministe en disant vous avez rien compris, bien sûr que le loup il est pas méchant et que c'est que la mamie et en fait c'est moi qui ai raison. C'est pas du tout ça, sinon ce serait... Voilà, je veux pas du tout répondre sur le même plan aux tenants de ce discours hégémonique. Moi je veux répondre sur le plan de la littérature. Mais j'espère du coup qu'en faisant ça, c'est un geste politique aussi, et du coup, au contraire, plutôt ouvrir, quoi, desserrer la grille. Enfin, j'emprunte un peu cette idée ou cette image à Sandra Lucbert, qui est une autrice que j'admire beaucoup et qui a notamment un peu théorisé ça dans un livre qui s'appelle Défaire voir, qui est sorti l'année dernière sur la littérature politique et des choses comme ça. Et où il est question, voilà, elle parle de desserrer le maillage, quoi, de ces grilles de lecture qui étouffent des récits qui étaient un peu, bah voilà, là, le petit chaperon rouge, il était sous les ronces. Et moi, qui aime beaucoup les contes, en fait, le petit chaperon rouge, c'était pas du tout un conte que j'appréciais particulièrement, parce qu'en fait, pour moi, du coup, cette histoire de faut obéir à sa maman, ça m'intéressait pas. Je voyais pas le mystère. Et du coup, c'est en revoyant, je sais pas pourquoi, voilà, les miracles de la psychanalyse ou je sais pas quoi, mais à un moment, d'un coup, j'ai revu à quel point ce texte il était mystérieux. Et donc, je veux bien dire mystérieux et pas juste c'est évident. Enfin, voilà, je sais pas si je me fais comprendre, mais l'idée, c'est de dire que en fait, la littérature, de toute façon, c'est pas une question de il a voulu dire ça ou il a voulu dire ça et il y a une bonne réponse. L'idée, c'est que les contes, au même titre que les poèmes de Lautréamont, c'est des textes qui ont des failles et où le lecteur construit le sens avec le texte. Et donc, voilà. À propos de ces lectures qu'on peut avoir du texte, donc tu vas donner beaucoup d'exemples au fur et à mesure du Petit Chaperon Rouge, que ce soit des Frères Grimm ou de Perrault, on l'a vu. Il y a une de tes démonstrations qui nous a beaucoup fait parler à la librairie, je vois que Caroline tend l'oreille, c'est le final du conte, le chapitre que tu as appelé Scrupules. Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, nous parler de ce chapitre-là, parce que tu l'englobes avec d'autres contes, tu dis beaucoup de choses, c'est un de nos chapitres préférés, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui. Alors, attends. On est à la fin du conte. Oui. Non, mais c'est juste pour pas faire trop long ou pour pas m'embourber. Alors, à la fin du conte, il y a deux fins, donc puisqu'il y a deux versions écrites dans notre culture, parce qu'en fait le Petit Chaperon Rouge il existe dans plein d'autres pays. Voilà. Mais bon, donc nous on va s'appuyer sur la version de Perrault, celle de Grimm, et donc la version de Perrault c'est celle qui s'achève vraiment par la dévoration du Petit Chaperon Rouge par le loup, the end, et ensuite petite moralité. Alors que la version de Grimm continue. Et donc c'est dans la version de Grimm qu'il y a un chasseur passant par là qui entend la grand-mère ronfler, qui se dit « Ouh, cette vieille femme a peut-être besoin de moi », qui rentre, bon. Et qui va délivrer, enfin qui va donc ouvrir le ventre du loup, de la grand-mère, et délivrer la petite fille et la grand-mère. Je sais pas si j'explique à chaque truc, mais bon, voilà. Moi j'étais persuadé de justifier un peu ça, mais ouais. que dans la foulée il tuait
Voilà. tue le loup. Et donc il tue pas. Donc voilà, donc je m'étends pas sur ah oui, mais la grand-mère elle sort du loup aussi. Donc voilà, j'expose. J'ai une hypothèse dans le texte, mais je vais pas prendre trop de temps là-dessus, sinon je vais m'embourber. Mais donc ensuite, la petite fille, dès qu'elle est sortie du ventre du loup, va en fait accourir avec des pierres qu'elle va intégrer dans le ventre du loup. Ils vont recoudre son ventre et donc le loup va se réveiller, faire 3 pas et tomber mort sous le poids des pierres. Et donc j'interroge le fait que le chasseur ait un peu interrompu son geste, c'est-à-dire qu'il fait... il a vraiment le rôle du témoin, quoi. Donc c'est bien. Déjà, il a apparemment, si on pense que la dévoration c'est une métaphore de l'acte sexuel, bon bah le chasseur a interrompu l'acte où il est arrivé juste après. Bon, il a quand même pris le prédateur en flagrant délit et néanmoins derrière il le tue pas. Et il y a ce truc très bizarre de recoudre le ventre et puis le laisser se réveiller alors que c'est quand même un chasseur, il pourrait juste le buter, quoi. Enfin, on comprend pas trop ce qui se passe. Et donc, mon hypothèse, mais bon, c'est là que vous allez voir que tout ça est quand même une démarche autant poétique que policière, parce que c'est par effet de, comment dire, d'association d'idées, d'écho, et voilà, mais donc en fait, je m'aperçois qu'une petite pierre en latin, ça s'appelle un scrupule. Donc je trouve intéressant d'imaginer que la petite fille intègre des scrupules, enfin, ou donne des scrupules au loup, ou à son agresseur en tout cas. Ça me fait penser aux pierres dans les poches du Petit Pousset, d'une part, mais aussi à celles dans les poches de Virginia Woolf, qui n'a pas trouvé son nom de famille dans une pochette surprise, et Virginia Woolf, qui va se suicider avec des pierres dans ses poches, qui est une image assez connue comme ça, qu'on a de la fin de sa vie. Virginia Woolf qui avait été victime d'inceste par ses 2 demi-frères, comme elle le raconte dans ses carnets, mais qui est aussi un truc que pourtant elle est quand même vraiment très célèbre, mais qui est aussi un truc qui est pas si connu que ça de sa vie, alors que son suicide est un truc hyper connu. Donc ça me fait penser à Virginia Woolf, ça me fait penser au Petit Pousset, bon. Et donc j'imagine que peut-être la petite fille, elle s'est trimballé ses scrupules qui seraient en fait la culpabilité de la victime, ce qui pourrait être corroboré par d'autres choses avant, d'autres éléments tirés des versions orales que j'évoque dans les chapitres précédents. Et donc que la petite fille aurait comme ça ces petits scrupules sur elle, et que ce serait un moment où c'est finalement elle qui va délivrer une espèce de moralité minérale au conte, quoi. Et je crois que de ce point de vue là on peut penser que la version de Perrault, c'est pas du tout qu'ils ont voulu se débarrasser, enfin comment dire, offrir un happy end à cette histoire en se disant non quand même c'est vraiment trop triste, il faut qu'on fasse un truc joyeux où la petite fille se venge, etc. Je pense qu'on peut y lire une espèce de scène d'inversion de la culpabilité, enfin de réinversion de la culpabilité, où l'enfant donc donnerait ça, se débarrasserait de ça et les donnerait au loup en disant voilà, c'est plus à moi, c'est à toi, et maintenant c'est toi qui dois avoir des scrupules, et les scrupules c'est une hésitation, un doute moral à agir, donc voilà, que la prochaine fois t'as un doute moral t'arrête, quoi. Et voilà, et je trouve que si on se situe sur la question de la moralité, de qu'est-ce que c'est, ces espèces de phrases super bien ciselées à la fin des contes, et notamment de ceux de Perrault qui nous attendent avec un air sérieux à la fin en disant oui, de tous les loups, les plus doucereux sont les plus dangereux, etc. Peut-être que là il y a une moralité cachée dans cette image-là, quoi, qui est adressée à l'adulte, du coup. Oh. Merci beaucoup. On en a parlé avec le tout début de Aldise, cette histoire de l'imaginaire où on a ces camionnettes blanches. Et en fait,
tu le dis tout de suite, les camionnettes blanches concernent 8% de ces... Ouais, les agressions par des inconnus. par les inconnus. Mais heureusement, elles finissent pas toutes dans une camionnette blanche. C'est-à-dire les camionnettes blanches, les enlèvements à la marque du trou, il n'y en a pas un par an, enfin heureusement. Mais voilà. Mais donc oui, 8% des agressions sexuelles commises sur des enfants sont perpétrées par un inconnu, donc je sais pas, qui croiserait dans la rue. Voilà. Ce qui veut dire du coup que les 92% restants se passent dans la famille. On sait ça grâce au rapport de la Ciivise, qui a été terminé en octobre 2023. À la même période, on parlait beaucoup de Triste Tigre, qui est le très concours des lycéens. Est-ce que ce tabou est en train de craquer? Est-ce qu'on a besoin d'en parler? Est-ce qu'en fait les choses, on est un an après, n'ont pas tant changé? C'est quoi l'après-Ciivise? On a tous ces chiffres en tête maintenant si on s'intéresse un peu au sujet, qui sont vertigineux. On en est où maintenant, selon toi? Est-ce qu'on a besoin de discuter nos chaperons rouges? Ouais, bah alors... c'est sûr que le mouvement... Enfin, dans le sillage du mouvement de MeToo, il y a eu quand même quelques gros pavés dans la mare sur la question spécifique des violences faites aux enfants. Et Triste Tigre, je crois, on est la plus belle forme, quoi, mais il y avait déjà eu, d'une certaine manière, le consentement de Vanessa Springora et la Familia Grande de Camille Kouchner, qui avait quand même en plus le... c'est quand même attelé à un truc, puisqu'elle était donc sœur de son frère. Elle était la sœur d'une victime, avec toute la culpabilité de celle qui a rien dit, etc. Enfin, il fallait quand même beaucoup de courage, je pense, pour parler de ça. Donc, ça a quand même... Enfin, par exemple, la Familia Grande de Camille Kouchner, ça a eu un retentissement médiatique énorme, parce qu'il fallait du courage aussi, parce qu'elle était d'une famille de gens connus, donc forcément ça a fait de la lumière, etc. Bref, c'est vraiment une kamikaze d'avoir fait ça, et on peut lui en être très reconnaissant. Mais du coup, par exemple, la Familia Grande, ça a eu un tel impact qu'en fait c'est ça qui a, a priori, enfin en tout cas dans les discours, qui a déclenché l'ouverture de la Ciivise. Voilà, donc on peut se dire, là il y a quand même un vrai gros mouvement de voilà, la parole se délie, et puis il y a un intérêt aussi, voilà, des éditeurs que ça intéresse, mes trucs sur les petits chaperons rouges, bon, ça veut dire que c'est dans l'air du temps et c'est une très bonne chose qu'on en parle plus. Néanmoins, donc, le rapport de la Ciivise, ça fait 1 an qu'il est sorti, et il y a un ensemble de préconisations. Franchement, ils ont fait un travail ultra sérieux et vraiment, enfin voilà. En plus, ce rapport, il est hyper bien écrit, il ouvre sur une espèce de profession de foi super belle et forte politiquement sur vraiment la politisation de l'enfance, qui est l'angle mort absolu de toute cette histoire, parce que enfin, je veux dire, évidemment, tout le monde pense qu'il faut pas violer les enfants, mais par contre, peu nombreux sont les gens qui pensent qu'il faut, enfin, qui s'interrogent en tout cas sur le fait qu'il faudrait peut-être dénaturaliser le rapport de domination entre les adultes et les enfants. Et en l'occurrence, la Ciivise, même si c'est pas des anarcho-communistes, ils commencent quand même par dire que, alors que évidemment leur rapport il est destiné à des hautes sphères politiques dans l'espoir que quelqu'un se bouge le cul pour mettre les enfants en sécurité d'une manière ou d'une autre. Et je dis d'une manière ou d'une autre, mais ils ont des préconisations très claires. Ils commencent leur rapport en disant nous espérons que d'une manière ou d'une autre, les enfants entendront parler de ce rapport, qu'ils se diront qu'il y a des gens sérieux qui ont fait un travail sérieux pour eux, parce que les enfants sont des gens sérieux qui mènent leur vie sérieusement. Et en fait, déjà ça, juste de s'adresser aux enfants, c'est politiquement un truc qui me semble hyper fort. Parce que rarissime. Bref, donc fin de la parenthèse sur la civisme, mais donc... Mais le oui. Non, le résultat du rapport, c'est que le jour d'après, le président se fait virer. Oui, c'est ça, mais mais... j'y viens. Donc, ça c'était pour dire, voilà, c'est super, et on va, octobre 2023, tout le monde est content. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? Aucune préconisation n'est appliquée.
Edouard Durand, qui avait dirigé tout ça, une espèce de saint homme qui a porté ce truc à bout de bras, il s'est fait virer par voie de presse de la Civis 2 qui devait être lancée. La Civis 2, je passe sur la personne qui l'a remplacée et qui a eu ensuite des plaintes au cul d'agression sexuelle sur des mineurs, enfin bref. Mais par ailleurs, le but de la Civis 2 a été un peu recadré sur un truc qui évidemment est très important, mais vous allez comprendre pourquoi ça m'énerve, sur les violences incestueuses, mais entre mineurs. Enfin, je veux dire, c'est une réalité, hein, y a pas, voilà. Il faut aussi faire des choses sur cette question-là. Mais il me semble que c'est quand même très très vite se débarrasser de la question, justement, de la domination des adultes. C'est-à-dire, voilà. Et que ça nous met la puce à l'oreille sur ce qui se passe actuellement, sur le fait que, donc, on va, avec cette Civis 2 qui va s'intéresser aux violences entre mineurs, on va se dire que quand même les agresseurs, parfois, c'est plutôt ton cousin de 14 ans. Au fait qu'aujourd'hui, non seulement dans les discours politiques, il n'est plus tellement question de Macron qui aurait été tellement ému par le livre de Camille Kouchner, la question de l'inceste n'est pas présente dans les débats politiques. Le truc qui est hyper présent dans les débats politiques, c'est la violence des mineurs. Et pas la violence, je parle pas de violence sexuelle là, je parle du fait que les adolescents de plus en plus jeunes sont des sauvages qui se baladent avec des machettes à Mayotte, mais bientôt chez nous. Bien évidemment, les MNA n'en parlons pas, voilà, mais moi ça fait un moment que j'étais, enfin bref, j'avais déjà eu une petite obsession qui m'avait fait écrire des trucs pour lundi matin sur la vision de Darmanin sur les jeunes à Mayotte, donc qui ont 10 ans et qui se baladeraient avec des machettes. Enfin, mais bon, globalement, et c'est lié, pardon, je pars dans tous les sens, mais là le truc récent, c'est parce qu'il y a eu de fait des événements, donc peut-être 3 histoires de harcèlement terribles qui ont très très mal fini, qui ont justifié que juste avant l'été, Gabriel Attal fasse plusieurs discours, et Macron aussi à sa suite, sur Gabriel Attal, il dit la République contre-attaque contre vraiment les jeunes qui sont sauvages, quoi. Et moi je vois ça comme un backlash. Il n'est pas question d'inceste dans ce truc-là, mais je pense que c'est quand même vraiment un retour de bâton de on va écouter les enfants, mais pas trop non plus, quoi. Et c'est là que ça bloque, quoi. C'est que, évidemment, tout le monde personne ne veut imaginer que des enfants soient victimes d'inceste, mais peu de gens veulent vraiment remettre en question la manière dont on traite les enfants, en fait. On parle quand même de 3 par classe. Ouais, 2 à 3 par classe, c'est 1 sur 10, quoi. Tu parlais d'autrice kamikaze, dont on va du coup encore avoir besoin de ce qui s'est passé avec la Civis 2. Moi j'ai une petite question à ma lecture à moi, et on en a beaucoup débattu avec Caroline encore une fois. Les notes de bas de page. Donc on a eu des extraits qui ont été lus tout à l'heure, des fameuses notes de bas de page, où on quitte la Lucille Nova Sherlock Holmes pour avoir la Lucille Nova la vraie, je sais pas. Ça s'est construit comment? Tu as eu envie de l'écrire tout de suite, ça répond au texte, ça complète le texte, c'est 2 histoires parallèles. On n'est pas d'accord là-dessus avec Caroline. Je te laisse donner ta propre explication. Ouais, donc il y a en effet des notes de bas de page où je raconte de manière vraiment très fragmentaire, mais disons, l'espace des notes de bas de page est un peu comme la chambre d'écho de ce que je tisse, la chambre d'écho intime et autobiographique, ou familiale, de ce que je tisse dans le texte principal. Et où donc je vais raconter par fragments le fait que, notamment, que ma mère a elle-même été victime d'inceste par son père adoptif, et donc le fait que moi je savais pas ça jusqu'à mes 25 ans, et donc en fait je crois que ce qui lie les deux parties du texte, les 2 niveaux, c'est la question des histoires qu'on raconte et de celles qu'on raconte pas, quoi.
et de ce qu'on fait dire aux histoires qu'on raconte aussi. Et ça, je pense que ça donne, c'est vraiment la cohérence de ce tout, et en fait, c'est l'objet de mon enquête, quoi. L'objet de mon enquête, c'est qu'est-ce qu'on m'a raconté, et qu'est-ce qu'on nous cache, et comment est-ce qu'en fait, quand même, parfois, dans des histoires qu'on nous transmet, il y a ces histoires, elles sont des vecteurs de secrets de famille qu'on peut entendre quand même, parfois de manière mal entendue, justement, etc. Bref. Et c'est venu en même temps, en fait. Le texte, il est né en trouvant sa forme. Et je pense que c'était qu'il avait besoin qu'il trouve sa forme pour que je l'écrive, que j'aille au bout, et voilà. Je pense que c'est ouais, que du coup, les notes de bas de page, il y a un peu un truc de... C'est à la fois la source, c'est-à-dire parfois je vais parler d'un livre ou d'un film dans le texte principal, et je vais expliciter en note de bas de page pourquoi ce film-là, par exemple, il était important dans mon histoire familiale. Donc c'est un peu une manière de sourcer, et en même temps, c'est aussi une manière... Donc c'est cyclique, quoi, enfin, c'est aussi une manière de montrer, enfin non, pas de montrer, si, de montrer à ma mère, enfin de politiser mon histoire familiale, quoi. Enfin, il y a un effet d'écho ou de miroir entre les deux, je sais pas bien, c'est-à-dire, oui, probablement si j'écris ça, c'est que je suis un peu habitée quand même par ce secret de famille, donc ça c'est la source explicite, et en même temps, tout ce travail que je vais faire d'enquête littéraire et sociétale va me ramener à essayer d'adresser un truc pour le coup hyper intime, quoi, une espèce de parole à ma propre mère, en fait, je te crois, et puis regarde le corps de texte, en fait, c'est politique, c'est systémique, ce qui t'est arrivé, pourquoi est-ce que tu te crois qu'à moitié toi-même, pourquoi parfois tu doutes, etc. Donc voilà. Et en même temps, juste, je pense que du coup, ce que je raconte dans les notes de bas de page, enfin, je le raconte pas vraiment de toute façon, mais disons, là où je m'octroie le droit de raconter, de parler de moi dans les notes de bas de page et de ma famille, c'est parce qu'en fait, ce que j'ai vécu, enfin, mon histoire familiale plutôt, est absolument banale, et que autant... heureusement, tout le monde n'a pas été victime d'inceste, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont au moins une histoire dans leur famille, quoi. Et que de ce point de vue-là, il y a un peu un truc où j'invite les lecteurs à reproduire cette casquette chez eux, quoi. C'est-à-dire, je veux pas dire mon histoire ou l'histoire de ma mère, elle est exceptionnelle, etc. C'est pas du tout, voilà, je suis pas dans le témoignage, je pense pas que ça apporte grand-chose, voilà. Je pense que ce que ça apporte, c'est... Enfin, j'espère en tout cas que ça peut être comme une espèce de miroir, un peu dans les douves du texte, là, qu'on peut aller se refléter et se dire ok, et moi, du coup, dans ma famille, c'est quoi les anecdotes familiales qu'on rabâche, et qu'est-ce qu'elles cachent, voilà, comment on se parle, à travers quel récit, etc. Et ça, je trouve que c'est une espèce d'exégèse du roman familial qui peut être intéressant pour tout le monde, et d'ailleurs, peut-être pas que sur l'inceste. Moi j'ai fait le tour de mes questions, je vais vous laisser en poser ensuite, mais j'ai une dernière révélation à faire si tu veux bien. On a tout divulgaché quasiment, pas du tout. Non. Mais il reste une partie. On va raconter le dernier chapitre, mais mais on n'a pas du tout raconté ça d'avant. Ouais, du coup ça va s'y retrouver. C'est parfait. À la fin du texte, tu t'attaques au conte en tant qu'autrice. Tu nous proposes Barbie Bleue, un conte dont vous êtes le héros. Sous la forme du coup d'un livre dont vous êtes le héros. C'est quoi cette partie-là? C'est quoi l'objectif? J'ai adoré ça. J'ai tout lu. J'ai fait plusieurs fois l'enquête. Ouais. T'as joué? Ouais. Ok, tu fais pas partie des névrosés qui lisent 1, 2, 3, 4, 100, ouais. J'étais en fin de pause-repas. C'est vraiment une espèce extrêmement rare, mais les gens qui me disent ah bah non, de toute façon j'ai lu de A à Z sans jouer parce que je voulais pas... Non, je l'ai pas fait comme ça. Ça me fait beaucoup rire. Mais j'ai à chaque fois lu les deux choix que j'avais. Ah, ouais. Du coup. Du coup, dis-leur ce qui les attend s'ils se lancent là-dedans.
Alors c'est un texte un peu plus rigolo, enfin non, j'espère que tout est un peu rigolo parce qu'il y a quand même un peu un esprit satirique C'est très rigolo. qui merci. Voilà, c'est censé être quand même tout est censé être porté par un souffle de plutôt joyeux qui est pas de la niaiserie mais de enfin ouais, l'énergie de la satire, justement de l'envie de dézinguer un peu un état de fait quoi. Et donc Barbie bleue, ça se présente un peu comme une blague, dans le sens où donc c'est un livre dont vous êtes le héros, qui consiste en un travail qui a consisté pour moi en un travail de montage, parce que là, enfin, je suis quand même très attachée à la question de la forme, quoi, en littérature, et ouais, et j'aime bien les trucs un peu de Loulipo, enfin, et notamment de Pérec, bien sûr, qui me rendent qui me convainquent absolument du fait que c'est pas parce que c'est un jeu que ça n'est pas sérieux, quoi. Et donc là, c'est un montage entre 4 contes très connus que vous reconnaîtrez très probablement si vous le lisez, parmi lesquels Le Petit Chaperon Rouge. Et donc à la fin de chaque fragment, on peut choisir entre, en gros, à chaque fois, rester dans le conte ou en sortir, mais en fait en sortant on tombe dans un des 3 autres contes. Et donc on est une jeune fille qui se bat ou qui tente d'échapper plutôt à des loups, des pères incestueux, des barbes bleues et compagnie. Et voilà. Et il y a une espèce de... Du coup, c'est fait sur un ton un peu rigolo de jeune fille, un peu presque magazine de jeune fille, voilà, développement personnel, quoi. Mais en même temps, j'espère que c'est aussi un peu une ode à la figure de la Final Girl, qui est cet archétype du cinéma d'horreur que j'affectionne vraiment énormément, qui est donc la meuf, enfin dans beaucoup de films d'horreur, voilà, ou de série B, quoi, qui est quand vous avez une bande de jeunes au lycée ou à l'université qui partent en voyage, et donc il y a la pom-pom girl, le geek, le quarterback super musclé, la petite brune avec des lunettes, machin, et en fait à chaque fois, tout le monde se fait massacrer à la tronçonneuse. Et la dernière, donc la final girl, ça va être contre toute attente la pétasse qui se retrouve couverte de sang, encore plus folle que le gars avec sa tronçonneuse, en poum poum short, voilà. Et c'est une figure qui me fait rire parce que je pense vraiment que c'est une espèce de geste féministe qui échappe à des réalisateurs qui sont probablement pas des grands féministes quand le principe de leur film c'est de découper des nanas à la tronçonneuse, quoi. Mais il y a un truc comme ça que je retrouve pas en fait ailleurs, quoi. Voilà. Donc là c'est pas aussi terrible, néanmoins je pense que si j'affectionne particulièrement les contes, c'est parce que en fait j'aime beaucoup avoir peur dans un cadre prédéfini, quoi. Et en fait je trouve que les contes en littérature c'est la matière la plus terrifiante, quoi. J'ai du mal en fait à trouver des trucs qui me fassent bien flipper, quoi, en dehors de Perrault et Grimm. Et du coup, là voilà, on traverse toutes ces horreurs et il y a un moyen de s'échapper, voilà, qui est une espèce de moralité du coup un peu à l'envers, mais que je divulguerai pas ici. Non. Et que je vous laisserai découvrir. Est-ce que vous avez des questions pour Lucille? Nino? Ouais, je me suis demandé en lisant ton bouquin, et c'est pas du tout une question qui a choqué, mais je me suis dit, si on peut lire le conte comme quelque chose qui parle d'inceste, pourquoi est-ce que c'est pas plus, selon toi, pourquoi est-ce que c'est pas plus obvious, sachant qu'il y en a des contes qui parlent d'inceste. Après moi j'ai pas lu beaucoup de contes, mais je me suis demandé pourquoi est-ce que ça aurait été si codifié et si mystérieux. Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Oui, t'as raison sur le fait qu'à la fois on peut dire... parce qu'il y a en fait, je pense qu'une première réaction c'est de se dire non mais Perrault il pensait pas vraiment
que le danger était dans la maison, et puis après on se dit, bah si, l'auteur de Peau d'âne, il est au courant du fait que l'inceste existe, quoi. Ça, c'est difficile de le remettre en question. Et en même temps, du coup, ça pose problème, t'as raison, sur le fait que bah, s'il l'a dit de manière aussi explicite dans Peau d'âne, pourquoi est-ce qu'il peut pas le dire Alors, dans Peau d'âne, c'est pas consommé, justement, elle ouais, échappe dès le c'est vrai. début, on sait que c'est Oui, ça. t'as raison. Donc peut-être que c'était c'est ça que je me suis dit, peut-être c'était la seule manière de Ouais. montrer la consommation, Ouais. je sais pas trop Ouais. à dire, et Ouais. je sais pas s'il y avait des questions de censure Oui, oui. aussi. Oui, oui, t'as raison. Alors, je sais pas pour la censure, mais je pense pas tant que ça. Mais par contre, enfin oui, potentiellement d'autocensure ou d'auto-déni, on va quand même pas raconter la consommation, ça serait peut-être quand même plus dur. Après, alors, je pense qu'il y a un truc qui tient au genre, c'est-à-dire, je pense que si la grand-mère était un grand-père, on aurait beaucoup plus de mal à avaler la couleuvre. Enfin, c'est-à-dire, ce serait plus clair. On croirait plus spontanément à... En fait, ce serait évident. C'est-à-dire, parce que, en fait, est-ce que c'est si crypté que ça? C'est-à-dire, moi, je commence quand même dans le texte, parce que là, j'ai expliqué les scrupules, où c'est vraiment, voilà, un truc de rêverie poétique, et j'entends bien que c'est peut-être pas ce qu'avait Perrault en tête. Là, c'est vraiment moi qui prends une liberté poétique. Mais par contre, au début, je commence quand même avec un argument un peu plus solide, qui est que le truc de la métaphore animale, c'est quand même quelque chose de très simple, de très compréhensible, même pour les enfants, et que absolument tout le monde comprend que le lion avec une couronne dans une fable de La Fontaine, c'est une métaphore de la puissance du roi, et donc tu prends un loup et tu lui mets un bonnet de grand-mère, c'est vraiment le même système. On devrait être capable de comprendre que le loup n'est que la métaphore d'une prédation, et en l'occurrence dévoratrice, donc sexuelle. Voilà. Donc je sais pas, en fait j'ai envie d'esquiver ta question en disant en fait c'est évident, c'est juste qu'on veut pas le voir, tu vois, mais c'est vraiment une pirouette, quoi. En fait je sais pas. Ça s'entend comme D'autres questions pièges? Non, mais est-ce que les contes parlent pas aussi de certains tabous? Parce que comme l'abandon de ses enfants en petit poussé, voilà, c'est aussi dénoncer un tabou quelque part. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est sûr qu'on retrouve dans... Enfin oui, que chaque conte joue sur une ou plusieurs cordes de nos craintes ou désirs les plus enfouis, les plus problématiques, voilà. Et ce qui... En réalité, je pense qu'il y en a plein qui s'entremêlent. Enfin, c'est pour ça que c'est beau et cathartique de passer par la littérature pour se confronter ou esquisser ces questions-là, plutôt que de faire juste des petites disquettes moralistes, et pas juste avec une moralité qui n'est pas forcément moraliste, qui dirait il faut pas faire ça, faites attention à ça, etc. C'est que là, ça ouais. Mais en fait, tu commences ton bouquin en disant vous allez oublier. Moi, je pensais au déni dès le début. C'est quand même ce à quoi on résiste, et y compris nos gouvernants hier. Tout le monde sait que 93% des abus sexuels sont familiaux. Et ça, c'est insupportable. Et en fait, dans Peau d'âne, on peut en parler parce que la volonté de la fille du père incestueux, elle est plus forte que le père incestueux. Sauf qu'on sait bien que c'est pas vrai, cette histoire. Et donc, du coup, on peut en le raconter, ça, parce que ça finit bien. Et donc là, on ne peut pas raconter ce qui est indicible, et donc on est vraiment dans le déni, et c'est la pratique en plus de... Enfin, c'est ce que tout le monde veut. Parce que sinon, ça veut dire que je fais partie, moi... Enfin, je m'embrouille, mais la plupart des gens, quand on parle de ce genre de choses, d'inceste, ils disent bah oui, mais le père de cette petite fille, ou ce petit garçon, est un monstre. Et ça, c'est bien pratique.
Parce que si c'est un monstre, ça peut pas être moi. C'est-à-dire que je l'externalise totalement. C'est un loup, c'est un machin, c'est un truc, c'est un monstre. Or, c'est vraiment la pratique des familles à transaction incestueuse, c'est-à-dire eux, ils savent très bien que le danger, il est chez eux. Et du coup, quand ils se font gauler, et pour en avoir rencontré quelques-uns, ou quelques-unes de familles, ils disent tous, mais nous, on protégeait nos enfants de l'extérieur, c'est-à-dire du trou et des autres. Et du trou, il est bien utile à tout le monde. C'est-à-dire qu'il est tellement monstrueux, tellement monstrueux. Et du coup, et donc je suis un peu dans le désordre, mais l'inceste, enfin le tabou du tabou, et ça c'est ce que tu disais par rapport à, on aurait pu y croire si c'était le grand-père, le bout du bout, et alors là c'est pas gagné du tout, c'est quand c'est la mère ou la grand-mère. Ouais, alors là ça c'est impossible. La violence, ça c'est impossible. Femmes, et la violence des femmes, pardon. C'est ça. Mais... Et on voit comment ça a été compliqué, y compris pour Dutroux, ce qui était entendable pour Dutroux, l'était beaucoup moins pour sa compagne, qui était très active. Donc, donc il y a vraiment ça, et juste, mais ça c'est juste pour me faire plaisir, tu parles des autrices courageuses, enfin, pour moi le premier bouquin ces derniers temps qui a soulevé les choses, c'est La Fabrique des pervers. C'est-à-dire que personne l'a lu, merde. Non, La Fabrique des pervers, c'est, je ne connais plus l'autrice, mais l'idée c'est un inceste. Enfin, c'est un abus sexuel intrafamilial dans des milieux très bourgeois, très culturels, des années 70. Et la thèse de l'autrice, c'est, enfin la question de l'autrice, c'est mais qui est-ce qui a commencé? Et alors elle va jusqu'à 1871 en fait. Mais ça veut dire que voilà, enfin ça se perpétue, voilà. Et dernière chose, c'est que je pense que en lisant ton bouquin, ça me refaisait penser à des tas de choses que j'ai pu vivre dans ma vie professionnelle, mais ce qui est fou, c'est que j'y ai pensé, alors c'est marrant parce que quand le chasseur referme le... Je n'avais pas pensé au petit caillou, mais quand il referme le ventre, moi je l'ai entendu comme on remet le couvercle sur le secret, et donc rien ne s'est passé en fait. Alors d'accord, la morale est sauve parce qu'il est mort, il tombe et il meurt, mais quand même... moi j'ai cru que les cailloux c'était secret mais refermé, enfin très... Tu vois, oui, enfin, voilà. Mais sur ce Pardon truc, sur cette j'aurais dû prendre des notes, mais sur ce truc du ventre ouvert par le chasseur, etc. En fait, moi j'imagine que le chasseur arrive, qu'il ouvre le ventre, il sort la petite fille, et donc en ayant en tête que la peau de loup n'est qu'une métaphore de la prédation. Et donc quand la grand-mère sort, en fait c'est la grand-mère qui quitte enfin, ou le membre de la famille, ou le grand-père, peu importe, mais qui quitte son état de prédateur. Et donc le chasseur, en fait, il dit « Ah, c'est vous, Dominique, pardon !» quoi. Enfin, que d'un coup, il reconnaît le membre de la famille. Et donc, ça serait pour ça qu'il, finalement, reste pontelant comme ça, en attendant que la petite fille fasse quelque chose. En fait, j'imaginais que la vue de la grand-mère faisait que, d'un coup, il était bien emmerdé, parce que c'était un peu plus compliqué que ce qu'il pensait de lever le secret, quoi. Et sur ce que tu disais par rapport à Dutroux et aux faits divers, en effet, je crois que ce qui est important et intéressant, c'est de se demander vraiment ce qu'on fait dire aux histoires, parce que je pense vraiment que c'est normal que les faits divers de camionnettes blanches fascinent certains ou certaines d'entre nous, et qu'en soi ils sont justement tellement hors normes, tellement extraordinaires que ça nous fascine, quoi, donc les monstres. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que, comme tu dis, ces histoires qui sont pourtant exceptionnelles servent de mise en garde. Et d'ailleurs, donc, à l'enterrement de 2 des victimes de Dutroux, il y a le maître de cérémonie, il dit ces 2 petites filles, elles sont le symbole sur les affiches de tous les enfants qu'il faut mettre en garde. Et donc on ne lui reprochera pas à lui à cet instant-là de dire ça, mais de fait, je pense qu'on a tous eu droit à ce sermon, quoi, à quel point il fallait faire attention à ça. Alors que des faits divers tout aussi sordides, tout aussi fascinants, et qui font couler autant d'encre
comme c'est par exemple le cas de l'affaire Fritzl, de Joseph Fritzl, qui avait enfermé sa fille en Autriche dans une cave, enfin dans sa cave, apparemment à l'insu de sa femme, pendant 18 ans, en lui faisant tellement d'enfants qu'à chaque fois que je dis le chiffre, en fait, je me trompe et qu'en fait c'est plus, donc j'ai arrêté de dire le chiffre parce que j'arrive pas à le retenir. Cette histoire-là, tout le monde en a parlé, on a écrit des livres dessus, etc. Mais on s'est pas mis à dire checker les angles morts chez Papy et Mamie, et puis est-ce que vous connaissez bien les hommes dans votre famille, etc. Et peut-être c'est pas une mauvaise chose, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'en a pas tiré une moralité. On est resté sur c'est des monstres. Alors que du trou, on en fait une généralité absolue. Et évidemment, aujourd'hui, si on regarde les faits divers, voilà, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on traite les faits divers. Là, aujourd'hui, bon, il y a un peu une collision entre, je sais même plus comment ça s'appelle, entre le truc de un inconnu tue une jeune fille, c'est un étranger, que faisait-il, mon Dieu, au secours, il faut étranger au sens fort de il faut le renvoyer dans son pays, versus Gisèle Pellico, là quand même on voit qu'il y a un discours un peu intelligent qui est en train de s'emparer de cette histoire et de voilà, d'en faire un cheval de Troie pour parler des violences du patriarcat, quoi. Parce qu'on peut pas dire que c'est des monstres. On a tous Ouais, les CV, c'est ça. on les connaît médiatiquement. Ouais. Et puis souvent ce qui ressort c'est « Ah mais oui, mais c'était un bon père de famille, ah ben Oui, avec bien sa sûr. mère, il était gentil. » Et on est toujours dans le comment ça peut être ce monstre. On a besoin de dire que c'est des monstres. Sur l'affaire Pellico, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va dans ton sens parce que quand on en discute un peu au hasard avec des gens qui ne sont pas spécialement concernés par ces questions-là ou convaincus de ces questions-là, ce qui revient très vite finalement, c'est que ah oui tiens, il y avait beaucoup de clients, il y avait beaucoup de mecs, mais ce qui revient très très rapidement, c'est mais quel monstre quand même, son mari, Dominique, ouais, voilà, c'est ça. Quel monstre ce mec, comment on peut faire ça, etc. Et c'est drôle de voir à quel point cette espèce de réflexe-là, d'attribution du blâme, et donc du coup de délimitation du problème et du problème, en fait. C'est même pas seulement le comportement, c'est le problème en tant que tel, il est renfermé à la figure du monstre. Et en fait, même chez des gens qui sont d'un côté pas informés, et de l'autre quand même pas de mauvaise volonté, ou pas monstrueux eux-mêmes, c'est hyper tentant d'avoir un épouvantail quoi, devant soi. Et d'ailleurs, Durand, quand il se fait virer, c'est pas... Alors, ça peut paraître complotiste avant que je le dise, mais ça l'est pas. Parce que lui, il sait très bien ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur que ça se passe. Il est juge des enfants. C'est-à-dire qu'il le sait pertinemment. C'est son travail depuis des années. C'est-à-dire que ce qu'il y a eu dans son cabinet, c'est... Il n'y a pas eu d'agresseurs sexuels de l'extérieur. Il n'y a pas eu d'étrangers. Il y a eu des pères, des tontons, etc. Et c'est celui-là qu'on vire. Bien sûr, oui. Oui, on a dit qu'il était trop politique, quoi. Oui, mais sauf qu'il était juste il faisait son boulot. Oui, bien sûr, oui. Non, mais c'est que... Mais si même Freud, qui est quand même pas le dernier des imbéciles, même s'il est un peu critiqué aujourd'hui et tout, si même Freud, il s'est arrêté à un moment en disant... Non mais en fait, alors qu'il avait mis le doigt dessus quoi, il avait commencé à écrire la Neurotica où il disait en fait voilà les nanas qui pètent les plombs en devenant hystériques là, en fait c'est parce qu'elles ont été victimes dans le cadre familial. Il commence à écrire ça et en fait à un moment il arrête, il dit non c'est pas possible, en fait il y en a trop, statistiquement ça marche pas mon truc, en fait c'est du fantasme. Bon si même lui il bugué, en fait nous-mêmes on est pris dans ce déni, mais peut-être ça je suis pas malheureusement je ne suis pas psy et du coup je sais pas bien expliquer pourquoi, mais je pense que on n'arrive pas à, peut-être c'est trop dangereux de faire tomber cette barrière, je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui diraient que parce qu'en fait il y a plein de gens qui me disent ouais mais quand même des gens qui ont des enfants moi, j'ai beau savoir être d'accord avec ce que tu dis et avec ce que beaucoup d'autres ont dit mieux avant moi, j'ai quand même du mal à avoir la discussion avec mes enfants, quoi. Les gens, ils ont peur de ça. La prévention qui est toujours celle qu'on devrait avoir, en fait, quand on analyse tout ça, on devrait se poser la question de savoir comment on prévient ce qui se passe, comment on arme les enfants, comment on accompagne.
Et je trouve que c'est souvent ce qui manque dans les réflexions et les débats, c'est qu'en gros on constate, mais qu'on n'arrive pas à créer des dispositifs qui permettent de prémunir. Mais Caroline, c'est parce que la seule solution, c'est de s'attaquer aux reproducteurs de ça. C'est-à-dire que les seuls dont on ne s'occupe pas, c'est les pères, enfin les pères ou les tontons incestueux, etc. Éventuellement, on les met en tôle, et ça ne garantit rien de la non-reproduction. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est-à-dire que les enfants, ils ne peuvent pas se protéger de ça, pour des tas de raisons. Et en plus, on raconte de nouveau. Il y a les backlash, ils ne sont pas nouveaux. Il y a Van Gessingen, qui est un sale type canadien, qui nous a raconté pendant des années que tout ça était du fantasme, y compris qui a utilisé des étudiants pour démontrer que quand les enfants racontent ça, c'est du fantasme. Universitaire, chercheur canadien, mondialement connu. Donc ça, c'est quand même embêtant. Mais moi, je pense que... C'est marrant, en fait, je ne sais pas ce que je pensais que tu allais le dire comme ça, mais j'ai peut-être mal lu. Moi, je crois que si c'est si défendu que ça, cette histoire-là, alors qu'on a tous les éléments, c'est parce que si jamais on accepte cette idée-là, on fout en l'air le patriarcat. Oui. C'est là où ça fout le bordel. Oui, bien sûr. Et c'est là où... C'est marrant parce et que Freud, c'était très utile, pardon, quand même. Ouais. Je cherchais en fait tout à l'heure, parce que tu as dit complotiste, et moi en venant dans le train là tout à l'heure, je me suis dit, on va me dire que je suis complotiste et je vais dire oui, mais j'arrive plus. En fait, c'était sur cette question-là, sur ce truc de, en fait, pourquoi le backlash, enfin, je vais juste gloser ce que tu viens de dire, pardon, mais pourquoi le backlash, pourquoi finalement tout le monde se tient pas la main en disant youpi ou pas, on va sauver les enfants, c'est quand même parce que, comme le dit très bien Dorothée Ducy dans son livre Le berceau des dominations, en fait, c'est le berceau des dominations. C'est-à-dire que le patriarcat, il naît là. Il naît dans ce système-là. Et donc, comme tu dis, si on fait trop bouger ce truc-là, enfin voilà, si on vient trop se mêler de cette affaire-là, on s'attaque en fait à un truc, une hydre à 1000 têtes qui est trop puissante, quoi. On continue, après j'arrête, mais j'ai perdu mon pari. Oui. Non mais on continue. J'écoutais LCP cet après-midi, la commission de protection de l'enfance. On continue à placer parcimonieusement les enfants. C'est-à-dire qu'on va placer l'enfant désigné comme victime, celui-là ça va, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus se taire, et on en laisse 4 à la maison. Enfin, c'est hallucinant, c'est pour ça que je parle de reproduction. C'est-à-dire qu'on laisse les choses continuer à se faire, et on reproduit. Moi, je vais pousser encore plus loin la partie complotiste, parce que je trouve qu'on arrive vraiment sur une période où ça devient un sujet, ça va forcément exploser à un moment, ça peut pas être autrement, parce que ça touche effectivement énormément en intrafamilial, mais quand même pas que. Quand on voit effectivement au niveau de l'ASE ou même des juges qui maintiennent des gardes alternées alors qu'on sait pertinemment que l'enfant a déjà été violé et qu'on le maintient chez le papa, ou qu'on refuse à une maman de la garde alors qu'on sait que ça se passe très mal de l'autre côté, ou qu'on voit des juges qui prostituent leur propre fille. Enfin, il y a quand même des trucs. On se dit non mais là c'est effectivement ça touche pas, ça va beaucoup plus loin, et on parle pas de Sound of Freedom, et on parle pas des survivantes, on parle pas de tout ça. Bon, alors voilà, là, je suis fond complotiste, hein, désolé. Mais c'est un sujet qui, je l'espère, va enfin déborder, parce que c'est la protection en général des enfants. Ce que je peux vous proposer, vu l'heure, c'est qu'on rend moins formel toutes ces discussions complotistes. On va aller tous faire fêter ensemble le patriarcat. Il y a des verres de vin là-bas. Échanger. Je pense qu'elle sera dispo pour vous voir de manière moins formelle. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. You don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have.